Bonjour Patrick, tu es fondateur et CEO de Fuzzing Labs, donc une société en recherche de sécurité informatique dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Oui, merci Pierre. Donc oui, CEO fondateur. Donc c'est Fuzzing Labs, société que j'ai créée il y a à peu près un an et demi. Nous, on fait de la recherche en sécurité informatique, donc majoritairement recherche de vulnérabilité sur différentes codebases, on va dire tout ce qui est écrit en Rust, en Go, et qui touche à plein de domaines. On a une grosse optique blockchain et on a beaucoup de clients beaucoup de blockchain protocoles de fondation dans ce domaine-là. Typiquement parce que leur code base est écrit en Rust, en Go, et ils ont un- l'impact d'avoir une vulnérabilité critique au possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on bosse pas mal avec eux. Et après, on bosse sur aussi différents sujets plus Web2, plus classiques de recherche en vulnérabilité, etc. Et toujours pour être, on va dire, en top of the edge, c'est-à-dire avoir les dernières techniques et les derniers outils qui peuvent être applicables pour de la blockchain. Yes, très clair. Pour recontextualiser, qu'est-ce qui t'a amené à créer Fuzzing Labs? C'était quoi là, en fait, la démarche derrière initialement? Ouais, donc en gros, je suis rentré en blockchain, on va dire en 2017, je pense, à peu près. Ouais, c'était juste avant le bear market, donc ouais, c'était ça 2017. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis pas rentré avec l'investissement comme la plupart des gens. Moi, je suis rentré avec la technologie. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était WebAssembly à l'époque, et à tout ce qui était aussi WebAssembly et EVM bytecode. Donc, j'ai découvert ça à ce moment-là. Donc, tout ce qui est smart contract et plus précisément le bytecode qui est en dessous. Donc, j'ai continué à rechercher un peu plus là-dedans. Après, j'ai fait de l'analyse de transactions et du transaction tracking sur ça. Donc, c'était super intéressant. Et au fur et à mesure que je m'y intéressais, j'ai commencé à comprendre comment une blockchain fonctionne, les différents nœuds, les smart contracts, et aussi d'un point de vue sécurité, qu'est-ce qu'il y avait? Alors à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, donc c'était encore plus intéressant de s'intéresser au truc, type encore plus sur tout ce qui était EVM, bytecode analysis, etc. Il y avait énormément de trucs, énormément de vulnérabilités. C'était aussi la période où, d'un point de vue smart contract, on commençait à avoir de plus en plus de use cases et des trucs un peu plus évolués. Typiquement, tout ce qui est DeFi, c'est à peu près à ce moment-là que ça a apparu. Donc c'était vachement intéressant. Donc j'ai continué là-dedans et j'ai continué à bosser pour différentes fondations euh, qui utilisaient des code bases différentes, des protocoles différents, etc. Donc ça m'a permis d'avoir un overview assez global de pas mal de choses et pareil de développer des outils spécifiques de sécurité pour ces différentes blockchains. OK, très clair. Bah, c'est vrai que les problématiques de sécurité informatique avec la complexification des technologies, qui sont en train de se déployer sur la blockchain, je parle de la complexification des outils comme, le NFT, les smart contracts, les langages de programmation qui sont aussi en train de se développer par rapport à typiquement du JavaScript ou du Python. On est passé sur du Solidity, puis ensuite on se rend compte qu'en fait, les langages peuvent être davantage pertinents quand ils vont être adaptés à une type de blockchain, à ses spécificités. Ce qui fait qu'en fait, constamment, il y a des évolutions qui arrivent, donc aussi des vulnérabilités qui peuvent se créer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme produit, service, avec, Fuzzing Labs? Ouais, exactement, tu as totalement raison sur ça. C'est assez rigolo de voir l'évolution du langage. On va dire, historiquement, tu as un langage, on va dire, il vit, il meurt en quoi, 20, 30 ans. Tu prends du C++, qui est quelque chose d'extrêmement vieux, qui est plus du tout utilisé en blockchain. Enfin, espérons. Et ça, typiquement, c'est des choses qui, d'un point de vue temps blockchain, ça évolue énormément. Solidity, les premières versions d'il y a, on va dire même les versions d'il y a 5 ans, comparé à maintenant, euh, par défaut, le compiler enlève déjà énormément de fonctionnalités, il check énormément de choses, etc. Donc on a une grosse évolution du langage, aussi bien du point de vue smart contract que même des nodes. Les nodes, la plupart sont écrits en Rust et en Go, parce que d'un point de vue sécurité, ça apporte des bénéfices énormes comparé à d'autres langages euh, qui pouvaient avoir des vulnérabilités de type corruption mémoire. Je pense à C++ typiquement, qui était
qui est définitivement quelque chose qu'on doit plus utiliser. Donc, c'est très intéressant de voir que au fur et à mesure aussi, la blockchain a permis de pousser encore plus en avant ces langages-là. Et de la même manière, ces langages se sont adaptés aux métriques et aux issues et aux problématiques de sécurité. Donc nous, typiquement, c'est aussi pour ça qu'on fait pas mal de blockchain et qu'on aide pas mal de fondations et de protocoles. C'est parce que moi, j'ai toujours fait de la recherche. Je me suis toujours dit, OK, ce sujet-là, elle est intéressant et je plonge complètement dedans jusqu'à essayer de comprendre un maximum de choses. Et donc, d'où cette mécanique. Une partie de nous, de ce qu'on fait, c'est de la formation. On a de la formation en ligne sur de la sécurité du Rust, de Go, de WebAssembly, etc. Donc, tous ces trucs-là, c'est typiquement parce que nous, on fait de la recherche. Et une fois qu'on a fait de la recherche pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et on va créer une formation pour agréger toute cette data et aider les gens à monter en compétence sur ça en peut-être une semaine, alors que nous, ça nous a pris plus de 6 mois à le faire. Donc ça, c'est une des premières parties de ce qu'on fait, et c'est justement lié à ce gros côté recherche. Une autre partie qui est beaucoup plus classique, c'est du consulting pur en recherche de vulnérabilité. Donc, on aide des protocoles, des gens qui développent des nœuds pour différentes fondations à sécuriser leur code base. Donc, on a trouvé plein de vulnérabilités sur différentes code bases. Tu vois, par exemple, un projet assez important sur lequel j'avais bossé, où j'étais le lead développeur en partenariat avec Sigma Prime. C'était Beacon Fuzz, c'est un fuzzeur différentiel pour les validateurs Ethereum, donc Ethereum 2.0, même si on n'utilise plus la dénomination 2.0. Ça, typiquement, c'était tout ce qui est beacon chain, il y a un nœud dédié. Moi, mon but, c'était de faire du fuzzing différentiel, c'est-à-dire trouver des vulnérabilités de différences d'implémentation entre ces différents nœuds. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de détecter des bugs logiques. Typiquement, je sais pas moi, que quelqu'un implémente différemment le parsing d'un bloc ou la validation d'un bloc. Ça, c'est quelque chose qui peut être anodin pour du Web 2 classique, pour du serveur, du web serveur, etc. Mais par contre, quand tu es dans un contexte de blockchain, si jamais tu trouves un bug comme ça, en fait, c'est un bug de consensus. Tu es capable de faire splitter le network parce que tu vas avoir une partie des nœuds qui vont marcher d'une manière différente que l'autre partie. Donc, on a continué à faire ça. Donc j'ai recruté du monde, etc. On est une petite dizaine maintenant. Et donc, nous, on fait énormément de fuzzing et de recherche de vulnérabilité pour ces blockchains-là. De temps en temps, on fait aussi donc une autre partie qu'on aime plutôt bien, ce qui peut s'assimiler à des grants, c'est du développement open source d'outils de sécurité. Donc, par exemple, en partenariat en ce moment, on a Starkware avec Starknet. On développe des outils pour aider à l'analyse et la recherche de vulnérabilité dans du code en Cairo, qui est leur propre langage, donc encore un nouveau langage. Ce qui fait totalement sens dans cela, parce que c'est pas juste un nouveau langage de smart contract, c'est un nouveau langage parce qu'on fait du ZKP derrière. Donc, c'est une application un peu particulière et forcément, alors après, il y a un débat. Est-ce qu'on est censé faire du ZK-IVM, réutiliser du Solidity pour faire du ZKP, etc. C'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas, mais ça fait totalement sens d'avoir un nouveau langage et forcément, il faut des outils pour ça. Donc nous, on aime beaucoup cette partie-là parce que ça nous permet de développer des outils open source, de découvrir encore plus la techno et la techno vraiment à un niveau très très bas, c'est-à-dire au niveau bytecode, comment exactement leur VM fonctionne, comment leurs transactions fonctionnent, etc. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une partie qu'on apprécie énormément. La plupart du temps, d'ailleurs, les contrats qu'on a, c'est que des contrats très très long terme, hein, du 6 mois, 1 an, 2 ans, où justement c'est vraiment un partenariat qui inclut l'audit, le fuzzing de leur code, le développement d'outils, etc. Donc nous, notre but, c'est pas juste d'être une nouvelle boîte qui a fait un audit pour eux. Nous, notre but, c'est d'être un partenaire et d'avoir une relation long terme. Je pense que on a beaucoup plus de valeur, nous, à apporter sur le long terme que sur le court terme. De la même manière,
moi, je veux pas être une boîte à stump. Je veux pas qu'on nous appelle pour faire un audit d'une semaine. Ça m'intéresse pas. Euh, ça m'intéresse même pas du tout. Donc ça, bah, nous, on le laisse. Ça me pose pas de problème de dire non à ce genre de choses. Donc, bah, voilà. Nous, on fait pas d'audit de smart contract Solidity, par exemple. On va pas prendre l'argent de projets un peu bizarres en NFT juste pour dire ah ils ont été audités. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on bosse majoritairement avec les fondations, c'est parce qu'eux ils ont une vision très long terme forcément de ce qu'ils veulent faire. Là où des projets des apps sont beaucoup moins long terme sur cette partie. Voilà, donc c'est à peu près l'overview, donc formation, consulting et développement spécialisé ou non. Yes, bah, justement, ouais, c'est comme on disait, le fait qu'il y ait que la techno et que le langage évolue constamment au fur et à mesure qu'on avance et les 2 sont assez liés. On le voit bien avec, le fait que le langage évolue, propre à chaque blockchain. Ça demande de la recherche constante de votre part pour pouvoir s'adapter aux nouveaux problèmes qui sont d'aujourd'hui et d'anticiper aussi ceux de demain. La recherche vous permet de développer des outils un petit peu sur mesure en fonction de vos clients et de derrière de faire de la formation par rapport à ce que vous avez appris et donner les raccourcis aussi pour ceux qui vont faire potentiellement ça demain. Moi, j'avais une petite question sur les langages de programmation, justement, et je vais en profiter que tu es calé sur ce sujet pour avoir quelques petits avis. Aujourd'hui, est-ce que tu peux un peu donner les langages de programmation les plus utilisés en blockchain avec les avantages et les inconvénients majeurs? Ça, c'est la première partie. Et éventuellement un aspect interopérabilité entre les langages de programmation. Enfin, moi, je me dis, je me mets à la place d'un développeur, je démarre, j'apprends Solidity, bon, ce qui ressemble un petit peu à JavaScript, donc ça va vite. Puis derrière, il y a du Kero, il y a du Rust. Et en fait, plus on va avancer, plus ils vont devoir jongler avec davantage de choses. Est-ce qu'il y a des moyens de rendre ça? Je crois que le Michelson sur Tezos, il y a des moyens de rendre ça, de le passer dans une moulinette pour pouvoir sortir un langage de programmation propre à une blockchain. Donc c'est état de l'art de ce qui se fait en termes de langage et interopérabilité possible ou non. Ouais, carrément, ouais. Alors, pour moi, je différencie deux choses. Il y a le langage pour développer les nœuds et il y a le langage pour les smart contracts. C'est deux choses différentes. Bon, il y a un seul cas unique qui marche pour les deux, c'est Rust, mais on en reparlera. Mais voilà, en gros, tu as vraiment ces deux cas-là. Donc, typiquement, si on part on va partir par le plus simple, les smart contracts. En smart contract, tu as vraiment deux langages majeurs. Tu vas avoir le Solidity et le Rust. Solidity, bah, parce que tu vas avoir toutes les shit qui sont EVM compliant qui vont utiliser ça. Donc, typiquement, du Solidity, moi, j'invite tout le monde à en faire parce que bah, c'est la norme. Si vous voulez développer des smart contracts, faire de la DApp, ça sera du Solidity. Tu as même beaucoup de gens qui, quand ils créent leur propre langage ou autre, font du Solidity vers quelque chose, donc ils font ce qu'on appelle des transpilers. Donc tu vas avoir ce genre de choses. Mais oui, Solidity, c'est la base. Euh, Ça ressemble assez à du JavaScript. C'est pas très très compliqué pour être honnête. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre dans ce cas-là, qui est Solidity, c'est vraiment de lire du code. Lisez du code de Codebase qui existe et au fur et à mesure vous allez comprendre le schéma. Il y a plein de petites particularités qui sont des particularités pas forcément du langage mais du fait qu'on gère de la blockchain, notamment le fait que on a un state, donc qu'on a un état associé au contrat et que cet état peut évoluer et que cet état il est aussi forcément dépendant de l'état global de la chaîne. Donc ça, il y a plein de petites particularités comme ça. Mais oui, ça, c'est vraiment allouer du temps, tester des choses. En particulier pour la partie sécurité, il y a pas mal de CTF qui existent. Je pense notamment à Ethernaut, je pense à DAM Vulnerable DeFi. Euh, Tout ce genre de challenge. Donc CTF, c'est capture de flag, c'est des challenges de sécurité. Donc dans ce cas-là, Solidity. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes et qui permettent de pas mal appréhender et de comprendre les petites particularités du langage. Donc Solidity, premier choix. Après, forcément, il y a Rust. Rust, pour le smart contract, c'est utilisé par quelques blockchains, en l'occurrence Solana, en l'occurrence Cosmos avec du Cosmosm, c'est utilisé par NIR, c'est utilisé par Polkadot avec Inc, qui est un subset de Rust, etc., etc.
Rust, moi, je vous invite dans ce cas-là, forcément, si vous voulez partir sur ces blockchains-là, forcément, vous allez en faire. De la même manière, euh, si vous voulez pas juste faire du smart contract, mais aussi du node, là, dans ce cas-là, mon discours est totalement différent parce que dans ce cas-là, Rust est votre premier choix. Pour tout ce qui est node, Rust, je pense que c'est clairement la base. Si vous voulez tout créer from scratch, dans ce cas-là, Rust, forcément, va être un peu compliqué. Enfin, Rust a euh, énormément d'avantages, mais il a l'inconvénient d'être un peu compliqué à prendre en main. On va dire la courbe de progression est complexe. Elle est compliquée au début, mais franchement, ça vaut le coup. Donc Rust est le premier choix. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser des frameworks pour créer de la blockchain qui existe, typiquement Substrate, qui est créé en Rust, qui a une API, etc., et qui vous permet de créer des Polkadot compatible blockchain. Donc vous pouvez créer votre propre blockchain qui sera même compatible avec les autres blockchains qui utilisent Substrate, etc. Donc pour ça, c'est très très bien. C'est un des deux, trois frameworks qui sont vraiment super importants. En autre langage, il y a Go. Donc, typiquement pour du Node, énormément de blockchains sont codés en Go. La raison principale, c'est que c'est très facile à apprendre. Donc, en plus, si vous avez déjà fait du Python avant, etc., enfin, Go, c'est très simple. En particulier, tout ce qui va être concurrency, multithreading, ça, Go, il va être capable de le faire de manière très simple sans que vous ayez trop à gérer le truc. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des grosses blockchains, typiquement Ethereum, Get, c'est le Ethereum client écrit en Go. Énormément de blockchains utilisent du Go. On peut penser à typiquement Cosmos. Cosmos, Cosmosm, c'est du. Alors Cosmos, il a la totale. Cosmos, c'est codé en Go. Ça utilise des smart contracts écrits en Rust et ça compile en WebAssembly. Donc il y a la totale. Donc, typiquement, eux font du Go et il y a pas mal d'autres blockchains qui utilisent du Go comme langage principal. Donc, si vous voulez faire du 2, Go, c'est vraiment, vraiment très bien. Et forcément, du fait que Get est écrit en Go, toutes les blockchains EVM compatibles, et aka fork de Get sont aussi compatibles avec ça. Donc, on peut penser à la Binance Chain, on peut penser à plein d'autres chaînes qui existent, euh, du Polygon, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il y a vraiment pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Rust et Go, je dirais, c'est les principales. Ce que je vous déconseillerais, au beau malheur de certaines, je vais peut-être me mettre certaines fondations à dos, mais c'est pas grave. Typiquement, il y a certaines blockchains qui font du OCaml. Alors ça, forcément, enfin, ça, je vous le déconseille. Pas parce que le OCaml, c'est pas bien. Au contraire, le OCaml, c'est très bien. Enfin, c'est du formel, etc. Ça a fait ses preuves dans énormément de domaines. La principale problématique, c'est que faut avoir envie de faire du OCaml. Le OCaml, c'est très... Enfin, quand je dis que la barrière à l'entrée pour Rust, elle est importante pour du OCaml aussi, voire pire. Donc, OCaml, c'est assez compliqué. Il y a quelques blockchains qui font ça. Il y a Tezos, il y a Mina, si je dis pas de bêtises, qui codent leur nœud en OCaml. Euh, c'est à peu près les seuls et aussi une des grosses problématiques. Alors, si votre but, c'est de devenir un blockchain developer advocate dans ce langage-là, de trouver du boulot dans ces sociétés-là, apprenez le OCaml. Vous pouvez être sûr que vous allez être recruté facilement. Si vous n'êtes pas mauvais, enfin, ça va aller très vite. Mais par contre, si vous voulez pouvoir étendre vos compétences et possiblement aller explorer d'autres univers, d'autres blockchains, le OCaml, c'est hyper limitant. Donc il y a l'OCaml. Après, en d'autres langages qui existent, par exemple, moi, comme je disais, quand j'ai fait du fuzzing de Beacon Fuzz, les autres choses auxquelles j'ai touché, il y avait du TypeScript pour pas mal de librairies front-end, mais aussi pas mal de librairies qui veulent pouvoir s'interfacer avec un Node.js, etc. Donc du TypeScript existe aussi. Il y avait des gens qui faisaient du NIM. Donc c'est encore un langage très très particulier. C'est utilisé que par très, très peu de boîtes. Ça c'est un cas. Il y a du Java par exemple. Vous prenez Consensus Diligence avec Teku ou Bezu qui est codé en Java.
On va avoir même du C Sharp. Si vous prenez Nethermind avec le Nethermind Client de Ethereum, il est codé en C Sharp, etc. Donc en vrai, le langage n'est pas forcément une problématique. Il y a de fortes chances que vous preniez un langage que vous avez déjà, que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas dans la liste que je vous ai dit, vous vous adaptez, vous prenez peut-être le plus facile. Mais il y a clairement moyen de... euh, il y a clairement moyen d'intégrer ce que je vous dirais même à la limite, trouver l'écosystème qui vous plaît et vous vous adaptez au langage qui est utilisé. Et si vraiment vous ne voulez pas vous adapter, il y a peut-être possiblement toujours un moyen, notamment avec des grants ou ce genre de choses, d'essayer de faire une proposition. Euh, Imaginons que vous codez en C Sharp et vous voulez bosser avec Solana. Peut-être que vous pouvez contacter Solana et leur proposer, oui, j'aimerais faire un client en C Sharp. Peut-être qu'il y a moyen de bosser avec eux. Solana, je ne sais pas trop, moi je ne bosse pas avec Solana, mais typiquement avec Starkware, c'est quelque chose qui arrive. Il y a des gens qui codent en Rust, il y a d'autres projets qui sont en Go, etc. On a un peu de tout. Et on va dire à la limite, quand vous voulez bosser avec ce genre de fondation, à la limite, c'est plus vous avez un projet, vous leur proposez. Ils acceptent pas, mais au moins c'est vous qui proposez votre projet. C'est pas un projet qui vous est imposé. Donc ça, c'est aussi quelque chose assez important de ne pas se dire qu'on est cloisonné parce qu'on connaît que tel langage. À la limite, ce qui vous cloisonne, c'est plus ce que vous allez en faire. Donc, Ouais. choisissez un sujet et on va dire plus ou moins peu importe le langage, ça ira. Ouais, donc il y en a vraiment, il y en a vraiment un paquet avec, chacun ses particularités et justement, moi, je me posais un peu la question, peut-être naïvement, de l'interopérabilité des langages, soit au Oui, niveau c'est du vrai. langage, soit au niveau des compilateurs, où en fait, le but du jeu, c'est de réussir à rendre, entre guillemets, «liquides» les compétences d'un développeur pour qu'il puisse se balader assez facilement et qu'il soit pas restreint, et se déployer un peu, à droite à gauche, quoi. Ça, Ouais, il y a un ouais, futur ouais, interopérable qui est possible? ouais, tu as totalement raison. J'ai zappé de répondre à cette partie-là. Typiquement, tu prends des langages comme Rust et Go, ça communique très bien entre eux. On utilise ce qu'on appelle des FFI, Foreign Function Interface, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est que tu vas parfaitement être capable de créer ta librairie en Go, de la compiler, et donc tu l'auras d'un côté, et elle peut être utilisée par quelque chose qui est écrit en Rust. Donc ça pose aucun problème. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, euh, en l'occurrence, entre du Rust et du Go. Euh, Tu vas aussi avoir ça avec typiquement des petits outils d'utilitaire, tout ce qui est scripting, etc. En blockchain, on utilise par exemple Python. On utilise pas mal ce langage-là pour tout ce qui est scripting. Typiquement, des bindings en Python, c'est quelque chose qui est aussi très, très facile à faire et qui est utilisé énormément. Tu vas avoir Get qui est codé en Go, qui va implémenter un parseur ou je ne sais quoi spécifique qui est codé en Go. Tu auras juste à créer une petite librairie qui fait ce truc-là en particulier, tu l'inclus dans un projet en Python et hop, c'est bon. Tu vas être capable d'appeler cette librairie directement depuis Python. Donc ça, l'interopérabilité, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, comme je disais, majoritairement Rust et Go. C'est les deux vraiment qui communiquent pas mal entre eux et passer de l'un à l'autre, c'est vraiment pas c'est vraiment pas complexe à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, tu peux Ça aussi marche. le voir avec un autre point assez intéressant, c'est aussi de voir la diversité des clients. Typiquement, Ethereum, il y a plusieurs clients. Donc, il y a plusieurs clients pour la partie exécution et plusieurs clients pour la partie beacon chain, validation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les choix de langage qui ont été faits. C'est que c'est toujours majoritairement Go et Rust, les deux premières. Euh, et de la même manière, sur d'autres blockchains, c'est tout le temps les deux langages qui sont les plus utilisés. Et souvent, les projets soit réutilisent l'autre, etc., ou il y en a un qui implémente une librairie ou une autre, ou tu peux voir des projets comme Filecoin qui finance aussi, qui est aussi le développeur de libp2p. Libp2p, c'est une librairie pour faire du peer-to-peer pour de la blockchain. Cette librairie,
elle est codée, la même librairie est codée en plein de langages différents, et c'est utilisé par d'autres projets qui sont, en l'occurrence, même pas utilisateurs de Filecoin en lui-même, ou de IPFS. Donc c'est assez intéressant pour ça aussi. Pour ça, Rust et Go, que ce soit pour l'usage ou pour interopérabilité, excuse-moi, ça va être les mieux. OK, ça marche très clair. On va prendre un petit peu de recul, sur l'état de maturité des codes. Donc, là, c'est page blanche, hein, c'est code, Neveu, smart contract, quel que soit ce qui va être construit sur la blockchain. J'aimerais bien voir ton regard sur la maturité du code en termes de robustesse, de fiabilité, de sécurité. On a vu qu'il y avait quand même, aussi encore beaucoup de hacks avec, plus ou moins de conséquences. On vient stocker de la valeur dans la blockchain, donc derrière évidemment ça peut aussi faire, très mal et très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens une certaine maturité qui commence à arriver, où on est encore loin, où la techno se développe plus vite que la maturité et la robustesse, cyber, on va dire? Comment tu vois les choses? Je dirais que ça dépend de quelle partie. Tu vois, typiquement sur les smart contracts, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment le langage, Solidity qui a fait énormément. Pareil pour ceux qui faisaient du Rust, etc. Le langage a permis de... En fait, c'est le but principal du langage. C'est aussi pour ça que je suis assez critique sur C, C++, et que certains me disent de temps en temps, oui, mais c'est pas le langage le problème, c'est les gens qui l'utilisent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Pour moi, le problème, c'est le langage. C'est que le langage devrait, par défaut, apporter de la sécurité, et que l'utilisateur n'ait pas à gérer des types de vulnérabilités qu'il n'est même pas au courant, quoi. Lui, il devrait se focaliser sur la logique et pas sur euh, le résultat après compilation. Donc, donc ça, typiquement, pour tout ce qui est smart contract, ça a pas mal évolué. Je suis assez content de voir, bah, typiquement, depuis 2017, de quelle manière ça a évolué, le fait que le langage a évolué, que les outils de sécurité ont évolué. Il y a énormément d'outils d'audit qui sont utilisables. Typiquement, pour du Solidity, moi, il y en a pas mal que j'aime bien, comme Slither et China, etc. Donc, pour le coup, ces outils-là sont développés par Trelovitz. Ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. Nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec Cairo pour l'écosystème Starkware. Notre but, c'est aussi que justement, si jamais il y a des problématiques qui peuvent être by design ou autrement des problématiques logiques qui, eux, pour le coup, vont être compliquées à détecter, et ben, on fournit directement les outils de base aux gens pour ne pas avoir ce genre de problème. Donc, clairement, ça a énormément évolué. Au niveau des nœuds, euh, ça a toujours été du Rust et du Go, depuis quand même pas mal de temps. En tout cas, on va dire les dernières blockchains. Je crois une des rares seules en C, C++ encore, bah, c'est Bitcoin, c'est historique. Mais la plupart, autrement, c'est du Rust et du Go. Donc d'un point de vue sécurité, c'est déjà extrêmement bien, parce que bah, par défaut, le langage vous empêche d'avoir des vulnérabilités, bon, les plus critiques qu'on peut avoir, ce qu'on appelle des RCE, des Remote Code Execution. C'est-à-dire qu'un attaquant pourrait prendre le contrôle de votre nœud à distance s'il trouve la vulnérabilité. Euh, donc, ce qui veut aussi dire le contrôle du wallet en passant. Donc, ce qui est genre un des trucs les plus critiques qu'on pourrait voir. Là, on va dire maintenant les types de vulnérabilités les plus communes qu'on va avoir, ça va être du denial of service, donc le type d'attaque où on va être capable de DOS, de shutdown un nœud, un élément du network. Donc possiblement, dans ce cas-là, pour réduire le hash rate, réduire le nombre de validateurs, ou autrement pour faire d'autres choses comme essayer de manipuler le prix, etc. Bref, pas mal d'attaques possibles. Bah, ça, typiquement, c'est un truc qu'on a encore. Et ça, c'est en partie, alors je dis, c'est en partie lié au langage, mais surtout lié aux développeurs. C'est plus l'utilisation qu'ils vont faire de certaines fonctions, qui vont par exemple faire des paniques, qui euh, qui vont stopper l'exécution du code. Tous ces trucs-là, nous, c'est des trucs qu'on trouve assez souvent. On cherche, c'est typiquement le genre de bug qu'on cherche. Euh, et c'est la plupart des types de bugs qu'on trouve, typiquement. Donc, des bugs qui vont faire du DOS. Euh, Parce que c'est du Rust, du Go, on trouve jamais
de RCE, de trucs hyper critiques comme ça, c'est énorme. C'est très, très compliqué d'avoir ce genre de choses avec ce type de langage. Mais par contre, les autres, oui, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent. Donc c'est à peu près ça. Tu as mentionné les bridges. Les bridges, c'est un cas un peu particulier parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, et ça c'est toujours une des problématiques qu'on a, c'est les bugs logiques. Et la plupart des vulnérabilités sur des bridges, ça va être ça. Ça va être de la manipulation de price ou on a oublié de vérifier quelque chose dans la logique du contrat, que ce soit d'un côté ou de l'autre du bridge. Donc c'est plus ce genre de problématique. Et alors ça, malheureusement, les bugs logiques, c'est quelque chose qui est, ouais, c'est pas prêt de partir. À la limite, une bonne évolution qu'il y a eu depuis, on va dire, c'est typiquement les templates à la OpenZeppelin. Ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé d'un point de vue sécurité sur, on va dire, des projets standards, euh, parce que donc déjà rien que le fait qu'il y ait un template, ça aide. Vous voulez faire un NFT, il y a juste à regarder le template NFT et de le customiser un peu. Déjà, ça aide beaucoup. Et après, il y a d'autres choses qu'OpenZeppelin a rajouté, typiquement tout le système de ownership, de rôle euh, associé à un contrat, des sortes de re-entrancy guard et ce genre de choses. Toute cette sécurité qui a été donc directement donnée aux développeurs dans le template. On lui a directement filé le package en mode, voilà, tu Oui, fais ça et tu t'assures déjà de ne pas avoir ce type de problématique. Et je pense qu'en fait, c'est de cette manière-là que ça doit être. C'est euh, c'est au créateur c'est à la fondation, c'est au créateur du langage de fournir les billes ou à l'écosystème de fournir les outils pour que on n'ait pas ce genre de problème, mais pas l'inverse. On peut pas juste dire oui, c'est sa ouais. problématique, c'est son contrat, quoi. C'est pas, c'est, il y a une responsabilité des deux côtés. Yes, très clair. On va arriver sur la fin de l'interview, Patrick. Ce que allez, sur les 2 dernières minutes, éventuellement, est-ce que tu pourrais, point de vue, sécurité, cyber, quels vont être les enjeux majeurs sur 2023-2024, enfin voilà, les 2-3 prochaines années, les points de focus, principaux, côté, sécurité et cyber? Ouais. Euh, alors, sécurité cyber de général, ça va être très, très vaste. Mais je pense que à la limite, si on fait le point plus côté blockchain, il y a pas mal de choses qui se passent en cyber en plus classique. Donc, typiquement, en cyber classique, on a tout ce qui est machine learning qui commence aussi à arriver. On commence à avoir des cas d'application en sécu. Ça, c'est des sujets qui sont très, très intéressants aussi. Et je pense qu'il y a clairement aussi des choses à faire de côté blockchain. D'un point de vue sécu, blockchain pure, moi, ce que je vois arriver, les sujets sur lesquels nous on bosse en ce moment, c'est typiquement tout ce qui est ZKP, privacy. Toutes ces problématiques-là, c'est des choses qui sont actuelles. C'est en train d'être appliqué, tout ce qui est Snark, Start, etc. Euh, le fait qu'on va être capable d'avoir ce genre de choses va apporter une possibilité de privacy et de scaling aussi qui va être énorme. Et c'est quelque chose que on attend. Et il y a plein de blockchains qui se sont montées et qui étaient compétiteurs de Ethereum en disant oui, nous, on rajoute ce côté scalable, on rajoute ce côté privacy, etc. Et là, le fait qu'on va pouvoir avoir des sidechains qui sont capables d'implémenter ces features en particulier et toujours en étant buildé on top of Ethereum. Ça, clairement, pour moi, c'est le futur et c'est le genre de choses sur lesquelles nous, on a envie de participer et qui nous intéressent beaucoup. Forcément, moi, tous les projets sur lesquels nous, on bosse à Fuzzing Lab, c'est que des trucs où on est complètement bullish dessus et on a envie de participer et d'aider à avoir toutes ces features et ces cas d'application arriver. Donc ouais, pour moi, c'est clairement ça. Je pense qu'il y a aussi clairement la possibilité de mettre du machine learning dans de la blockchain, mais ça, c'est d'autres sujets qui ne sont pas encore trop touchés, beaucoup sur le côté financier, sur le côté trading, etc. Mais même d'un point de vue analyse de transactions, etc., ou détection de vulnérabilité, il y a aussi pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. Il ne faut pas oublier que toute la blockchain, c'est quelque chose qui évolue extrêmement vite. Et ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que, on prend avec du ZKP,
c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines, vingtaines d'années. Je me souviens plus de quand date le papier là-dessus, mais enfin, c'est des choses qui ont été vues d'un point de vue académique depuis des années et qui ont enfin trouvé un cas d'application réel avec de la blockchain. Et je pense qu'en fait, il y a énormément de choses comme ça dans du Web 2 classique qui vont, pareil, arriver à un point de maturité, à un point d'application en blockchain. Et oui, donc il y a clairement de belles choses qui vont arriver, je pense, dans les prochaines années. Donc ça va être marrant. Super, bah, merci, merci pour ton temps et ton partage. Je te Merci. souhaite beaucoup de courage pour la suite, Patrick. Je te remercie.